Imaginez un homme qui, après avoir commis un meurtre atroce, réussit à convaincre tout un pays qu'il est réhabilité, transformé par la littérature et la réflexion en prison. Un homme qui, grâce à ses écrits, devient une figure de rédemption, un symbole de la capacité humaine à changer. Mais derrière cette façade se cache un tueur en série méthodique et impitoyable. Un manipulateur hors pair qui a trompé les intellectuels, les médias et même le système judiciaire. Cet homme, c'est Jack Unterweger. Jack Unterweger était soit l'homme le plus malchanceux du monde de s'être ainsi trouvé à ces endroits, soit le meilleur suspect possible. Jack Unterweger est un bon exemple d'un psychopathe intelligent. Jack Unterweger pouvait à la fois avoir une relation normale avec une femme et être un monstre de cruauté capable de tuer d'autres femmes. Il n'entendait pas qu'on le contraigne à passer le reste de ses jours en prison. Le cas Jack Unterweger démontre que les tueurs en série ne sont pas issus d'un phénomène exclusif à l'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans son histoire incroyable et dérangeante. De son enfance difficile à ses crimes sordides, en passant par sa réhabilitation trompeuse et sa chute inévitable. Comment un meurtrier condamné a-t-il pu être libéré pour ensuite reprendre ses activités meurtrières en toute impunité? Quels sont les ressorts psychologiques et sociaux qui ont permis à Unterweger de tromper le monde? Pour Jack Unterweger, le temps lui a permis de bâtir une nouvelle image, une illusion de réhabilitation. Il a utilisé le temps non seulement pour se dissimuler derrière son masque, mais aussi pour continuer à tromper la société pendant des années avant que ses véritables intentions ne soit finalement révélé. Mais si le temps peut parfois être manipulé à des fins sinistres, il peut aussi être un outil précieux pour se reconnecter à des valeurs authentiques. Et c'est là que le sponsor de la vidéo, Holzkern, entre en jeu. Le temps est justement le cœur de leur création. Tout comme Jack, l'entreprise familiale fondée en 2016 est d'origine autrichienne, mais ne partage absolument pas les mêmes valeurs. Heureusement quand même. Contrairement à la façade trompeuse d'Unterweger, chaque montre et bijou Holzkern sont faits de matériaux bruts et honnêtes. C'est ce que vous pouvez voir actuellement sur moi, je le porte de manière naturelle. Dans mes autres vidéos, je pense que vous le voyez, j'ai souvent ma petite bague Holzkern qui est juste ici, et vous m'avez peut-être déjà vu avec plusieurs de leurs colliers. On peut y retrouver des bijoux et des accessoires à destination des femmes ou des hommes. Je portais absolument pas de bijoux avant, j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une précédente vidéo sponsorisée par Holzkern, et j'aime de plus en plus en mettre, ça permet d'avoir des petits accessoires sympas selon nos tenues, je trouve ça cool. C'est ce qui fait d'ailleurs que chaque bijou est unique. Les bijoux à base de pierre, à base de bois, n'ont pas du tout les mêmes rayures ou quoi que ce soit par rapport aux matériaux utilisés. D'ailleurs, ils font pas que des bijoux, ils font aussi des sacs ou encore des lunettes de soleil que j'ai utilisées durant tout l'été. Chaque produit est fabriqué en faible quantité pour augmenter la qualité de chacun, et le bois utilisé pour tous les bijoux est certifié FSC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déforestation pour avoir ce bois. Si vous avez envie, vous pouvez faire un tour sur le site, il sera en description, voire même en commentaire épinglé. Avec mon code NEOXY, tout simplement, et vous avez 10% de réduction sur tout le site. Donc profitez-en si vous voulez vous faire un cadeau pour vous ou encore un cadeau pour un de vos proches, si c'est bientôt l'anniversaire de quelqu'un ou quoi que ce soit. Merci à Holzkern de sponsoriser cette vidéo, et j'en profite aussi de faire la promo de mon Instagram. Si vous me suivez pas, c'est vraiment le seul réseau sur lequel je suis vraiment actif. Je mets à chaque fois des stories de tournage, vous pouvez suivre ma vie quotidiennement. Il sera en description, n'hésitez pas à aller vous abonner, on est un petit peu plus de 500 000. L'objectif, ça serait de dépasser les 600 000. Et d'ailleurs, comme sur cette chaîne YouTube, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, donc pensez-y, c'est très important. 1974, en Autriche. On est en pleine guerre froide. C'est une période où le pays est officiellement neutre, mais il est un peu coincé entre deux blocs. À l'ouest, les démocrates occidentales, et à l'est, le bloc communiste. Cette tension entre deux mondes crée un climat géopolitique assez lourd, même si l'Autriche reste relativement stable au cœur de l'Europe. Sur le plan social, l'Autriche, comme beaucoup de pays européens à cette époque, est en reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. On y trouve un mélange assez étrange, d'un côté une volonté d'aller de l'avant et de moderniser le pays, d'atteindre une certaine prospérité et de maintenir la paix. Mais de l'autre côté, les traces du passé sont encore là, avec des inégalités sociales qui persistent et une montée de la criminalité. La jeunesse viennoise, comme ailleurs en Europe, est influencée par les mouvements de la libération des années 1960. Le féminisme, les mouvements pour les droits civiques et un désir de rupture avec les normes conservatrices traditionnelles
ont commencé à s'exprimer plus ouvertement. Vienne était aussi une ville où les questions de mémoire étaient présentes, notamment par rapport à son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale et le régime nazi. Bien que l'Autriche ait souvent été vue comme une victime de l'annexion nazie, les années 70 ont vu un début de remise en question de cette vision, avec des débats sur la responsabilité collective et la nécessité de faire face à un passé difficile. En gros, l'Autriche essaye de se réinventer tout en gérant les cicatrices laissées par l'histoire récente. Et c'est là qu'entre en scène Jack Unterweger. En 1974, ce n'est encore qu'un jeune homme avec un passé difficile. À l'époque, Vienne, qui est vue par beaucoup comme une ville culturelle, a aussi son côté sombre, avec des zones de marginalisation où les plus vulnérables sont laissés à l'abandon. Les problèmes liés à la criminalité urbaine et au chômage des jeunes devenaient des sujets de préoccupation. Jack Unterweger, qui grandit dans cet environnement, va bientôt commettre son premier crime. C'est aussi une époque où les médias et l'opinion publique ne sont pas encore habitués à parler ouvertement des tueurs en série ou des violences envers les femmes. L'Autriche n'est pas encore préparée à ce genre de violence et cette affaire va rester dans les esprits comme un choc. Journée banale de 1974, Jack Unterweger et sa petite amie Barbara Schulz traversent le pays pour rendre visite à la famille de Barbara en Allemagne. Mais ce jour-là, ils ont une autre idée en tête. Ils croisent sur le chemin Margaret Schaffer, une jeune fille de 18 ans, voisine du quartier, et l'invitent à se joindre à eux. Ils roulent sur plusieurs kilomètres jusqu'à une forêt près d'Everbach. Là, c'est le moment où tout dérape. Jack s'arrête, sort Margaret de la voiture et l'attaque sauvagement. Il la frappe à plusieurs reprises avec une tige d'acier, visant son cou et sa tête, puis il commet l'irréparable, il la viole et l'étrangle avec son propre soutien-gorge. Après ça, il abandonne son corps dans la forêt comme si de rien n'était. Quelques semaines plus tard, en janvier 1975, la police met la main sur la petite amie de Jack. C'est elle qui craque et le dénonce. Grâce à son témoignage, les autorités arrêtent Jack. Au début, il admet avoir tué Margaret, mais essaye de minimiser son acte. Il prétend que c'était à cause d'un excès de colère qui l'aurait poussé à bout. Cependant, quand la police lui montre le manteau volé, il n'a plus d'échappatoire. Le procès se déroule en octobre 1976. Jack Unterweger, qui n'a alors que 24 ans à ce moment-là, est jugé pour le meurtre brutal de Margaret Schaffer. Le verdict tombe, réclusion criminelle à perpétuité. C'est une sentence qui se définissait comme sévère à l'époque, mais beaucoup se diront plus tard que ce n'était peut-être pas suffisant pour empêcher ce qui allait être fait par la suite. Ce crime a marqué un tournant majeur dans la vie de Jack Unterweger. Après son incarcération, au lieu de sombrer, il entame une transformation surprenante. Il se consacre à l'écriture. C'est là que tout commence. Il se met à écrire des poèmes, des pièces de théâtre, des nouvelles, mais surtout une autobiographie très remarquée. Fegefeuer, Oder die Reise ins Zuchthaus, qui veut dire purgatoire, un voyage en prison. J'ai jamais fait allemand, vous me direz en commentaire si j'ai vu la bonne prononciation ou pas du tout. Cette autobiographie, publiée en 1983, devient rapidement un succès acclamé par la critique et attire l'attention d'intellectuels et de médias autrichiens et allemands. Sous sa plume, Jack se présente comme un homme profondément regrettant, cherchant la rédemption à travers l'art. Il écrit sur la souffrance, la vie et la nature humaine avec une sensibilité qui convainc beaucoup de personnes qu'il s'est vraiment reformé. Certains commencent même à le voir comme un symbole de réhabilitation possible, le modèle parfait d'un homme que la prison aurait transformé. Son impact est tellement puissant que ses œuvres littéraires deviennent le cœur d'une vaste campagne médiatique menée par des écrivains, artistes et journalistes influents qui militent pour sa libération. Ils croient tous en lui et son parcours littéraire comme preuve d'une véritable rédemption. Grâce à son réseau de soutien, Unterweger a fait pression sur le système judiciaire, affirmant que son incarcération prolongée était désormais inutile, voire cruelle, pour un homme qui avait clairement changé. Des personnalités publiques ont plaidé pour sa libération en mettant en avant ses œuvres littéraires comme preuve de sa réhabilitation. Ils ont présenté Unterweger comme un symbole de la rédemption par l'art, contribuant à renforcer son image positive dans les médias. Cette pression intense finit par payer. Le 23 mai 1990, après seulement 15 ans de prison, Jack Unterweger est libéré sous condition. Il quitte le pénitencier, célébré par ses partisans, et prêt à réintégrer la société. En résumé, pendant cette période, Jack ne se contente pas de purger une peine de prison, il se réinvente totalement. Il devient un auteur à succès, utilise ses écrits pour susciter de la sympathie, alors qu'en réalité, il est resté dangereux
et manipulateur. La littérature m'a sauvé, elle m'a donné un second souffle. C'est globalement une citation qui pourrait provenir de Jack si on résume ses diverses interviews. Un message qui a résonné dans une société cherchant à croire en la possibilité de rédemption pour les criminels. Après sa libération en 1990, une vague de meurtres a frappé l'Autriche, la République tchèque et les États-Unis, notamment sur des travailleuses du sexe. À mesure que les corps s'accumulaient, les enquêteurs ont noté des similitudes frappantes avec son crime passé. Le fameux nœud de Jack. Ce qui au départ semblait être une véritable histoire de réinsertion s'est vite transformé en tragédie. Juste après sa libération, Jack Unterweger a rapidement repris ses activités meurtrières en tirant parti de la confiance que lui avaient accordé ses soutiens. Il a continué à tuer sans éveiller de soupçons pendant un certain temps, faisant de sa libération l'un des exemples les plus tragiques d'erreurs de jugement collectif. Jack a conservé le mode opératoire qu'il avait utilisé lors du meurtre de Margaret Schaffer en 1974. C'était une méthode particulièrement macabre. Il abordait ses victimes sous prétexte de solliciter leurs services, puis les attaquait avec une violence extrême. Son signe distinctif était d'étrangler ses victimes avec leurs propres sous-vêtements, comme leur soutien-gorge ou leur collant, noué de manière spécifique. Ce détail a été crucial pour relier les différents meurtres entre eux. L'histoire de Regina Prem est l'une des plus sordides. Regina, une travailleuse du sexe en Autriche, a malheureusement croisé la route de cet homme qui avait déjà un lourd passé criminel. Son corps a été retrouvé face contre terre, dans une position qui laissait entrevoir une sorte de rituel macabre. Mais ce qui rend cette affaire si particulière, c'est ce qu'il a fait après. Quelques mois après le meurtre de Regina, Unterweger a contacté son mari. Lors de cet appel, il lui a annoncé être le tueur, et pire encore, il lui a dit que Dieu lui avait ordonné de la tuer. Il a même expliqué qu'il l'avait allongée face contre terre, tournée vers les enfers, comme pour symboliser une forme de condamnation éternelle. Ce genre de déclaration montre à quel point Jack Unterweger était mentalement dérangé. Non seulement il tuait avec une violence extrême, mais il faisait preuve d'une cruauté psychologique incroyable, en jouant avec des concepts spirituels pour justifier ses actes. Malgré ces meurtres, Jack Unterweger a réussi à échapper à la justice pendant un moment, et le fait qu'il se déplaçait beaucoup lui a permis de rester sous le radar pendant un certain temps, car les autorités peinaient à établir des connexions entre les différents meurtres. En tout, Jack Unterweger est responsable d'au moins 11 meurtres après sa libération, bien que certains pensent que le nombre réel pouvait être encore plus élevé. Ce qui rend ces crimes encore plus troublants, c'est que entre deux meurtres, il continuait à mener une vie publique bien paisible. Il travaillait comme journaliste et écrivain, couvrant parfois même ses propres crimes dans les médias. Sous couvert de ses missions journalistiques, il prétendait enquêter sur le milieu des travailleuses du sexe. Lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis, il a même accompagné la police lors de patrouilles, tout en tuant 3 femmes à Los Angeles. Malgré les preuves occasionnelles de plus en plus accablantes, les enquêteurs ont dû agir avec prudence, car Unterweger jouissait encore d'une certaine notoriété publique en tant qu'écrivain réhabilité. Cependant, les similitudes des crimes et le fait qu'Unterweger se trouvait à proximité des lieux des meurtres ont finalement conduit les enquêteurs à concentrer leur attention sur lui. Dès que les soupçons autour de Jack Unterweger se sont intensifiés en 1992, il a rapidement compris que les autorités autrichiennes se rapprochaient de plus en plus de lui. Conscient qu'il risquait une arrestation imminente pour la série de meurtres qu'il avait commis, il a pris la décision de fuir l'Autriche, espérant ainsi échapper à la justice. Jack a choisi les États-Unis comme destination, pensant pouvoir s'y cacher et passer inaperçu. Il a parcouru plusieurs villes américaines, tentant de se fondre dans la masse et d'éviter la capture. Mais très vite, sa fuite a commencé à montrer ses limites. Il s'est retrouvé à court de ressources financières et la pression des autorités, à la fois américaines et autrichiennes, s'est intensifiée. Les autorités autrichiennes, travaillant en étroite collaboration avec le FBI, avaient déjà entamé une traque pour le retrouver. Les meurtres qu'il avait commis à Los Angeles ont joué un rôle clé dans l'accélération des efforts pour le capturer. Finalement, après une longue traque internationale, Jack Unterweger a été localisé et arrêté par le FBI le 27 février 1992 à Miami, en Floride. Il s'était réfugié dans un motel, un peu cliché, assez classique des tueurs en série américains, on a l'habitude, probablement dans l'espoir de disparaître ou de trouver un moyen de quitter les États-Unis. Mais les efforts coordonnés des autorités ont abouti à son arrestation
sans incident. Cette capture a marqué la fin de sa cavale et a mis en lumière l'ampleur de ses crimes. Il a ensuite été extradé vers l'Autriche pour être remis aux autorités de son pays d'origine. Cette arrestation a été largement médiatisée et le fait qu'il ait tenté de fuir aux États-Unis n'a fait que renforcer l'image d'un homme désespéré, prêt à tout pour échapper à la justice. Sa fuite infructueuse a finalement mené à sa condamnation et à la révélation de l'incroyable double vie qu'il avait menée. Le procès de Jack Unterweger, qui s'est déroulé en 1994 à Graz, a été l'un des événements judiciaires les plus suivis de son époque. Toute l'attention du public et des médias était braquée sur cet homme. Autrefois célébré comme un écrivain réhabilité, qui s'était révélé être un tueur en série implacable. Ce qui fascinait tout le monde, c'était cette double vie qu'il avait menée après sa libération. Le procès a débuté en avril 1994 avec Jack accusé de 11 meurtres. L'attention était palpable dans la salle d'audience, remplie de journalistes et de spectateurs captivés par cette affaire sordide. Tout au long du procès, un témoignage a particulièrement marqué les esprits, celui d'un ancien ami de l'accusé. Cet homme a révélé que Jack se vantait de sa capacité à manipuler les gens avec son écriture, tout en affirmant qu'il était capable de tromper le système judiciaire. Ce témoignage a renforcé l'image d'un homme manipulateur et sans remords. Malgré toutes les preuves présentées contre lui, Jack a continué à jouer la carte de l'innocence en niant tout en bloc et en affirmant être victime d'une conspiration médiatique et judiciaire. Mais face à l'accumulation des preuves et des témoignages, sa défense n'a pas suffi. Après plusieurs semaines de procès, le jury a délibéré rapidement. Le 29 juin 1994, Jack Unterweger a été reconnu coupable de 9 des 11 meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quelques heures après sa condamnation, Jack a choisi de mettre fin à ses jours dans sa cellule à la prison de Graz-Carlo. Il s'est pendu avec ses vêtements, utilisant un nœud similaire à celui qu'il avait utilisé pour étrangler ses victimes. Ce geste a été vu comme une manière ultime de reprendre le contrôle, lui qui aimait tant avoir le dernier mot. Contrairement à de nombreux criminels qui se suicident sous le poids de la culpabilité ou du remords, Jack a gardé ce besoin de dominer jusqu'à la fin. En se suicidant, il a échappé à la justice des hommes, choisissant son propre sort. Sa mort a laissé derrière elle de nombreuses questions sur ses véritables motivations et les raisons profondes de ses crimes. L'analyse de la psychologie de Jack Unterweger révèle un individu complexe, marqué par des traits de personnalité profondément perturbés, notamment le narcissisme, la manipulation et une absence totale de remords. Unterweger présente de nombreux signes caractéristiques d'un trouble de la personnalité antisociale, souvent associé au psychopathe. Il était charmeur, intelligent et capable de feindre des émotions de manière convaincante. C'est qui lui a permis de manipuler facilement les gens autour de lui. Son enfance difficile, marquée par l'abandon et les abus, a probablement contribué à façonner cette personnalité déviante. Dès son jeune âge, il a développé un profond ressentiment envers l'autorité et une tendance à rejeter les normes sociales. L'enfance de Jack Unterweger, c'est vraiment un élément clé pour comprendre comment il est devenu l'une des figures les plus terrifiantes de l'Autriche. Il naît en 1950 dans une petite ville de Carinthie au sud de l'Autriche. Son histoire commence déjà dans des conditions assez difficiles. Sa mère est une serveuse et prostituée autrichienne et son père semble être un soldat américain qu'il ne rencontrera jamais. Jack grandit sans véritable figure paternelle dans une grande instabilité. Sa mère, qui a des démêlés avec la justice, passe plusieurs fois par la case prison. Très jeune, Jack est donc livré à lui-même. Il est placé chez son grand-père, un homme brutal et alcoolique qui n'est pas du tout un modèle de stabilité. Dans cet environnement toxique, Jack connaît des violences physiques et émotionnelles. Autant dire que son enfance est loin d'être heureuse. En fait, son enfance, c'est un peu une sorte de tempête parfaite entre une combinaison de maltraitance, de négligence, de pauvreté et de criminalité qui va façonner ce qui deviendra plus tard l'un des tueurs en série les plus notoires d'Autriche. L'une des choses marquantes, c'est que Jack Unterweger développe très jeune une véritable haine envers les femmes. Ce mépris va devenir l'un de ses moteurs. En grandissant, cette rage intérieure, nourrie par son environnement, va commencer à prendre des formes de plus en plus violentes. Dès son adolescence, il se sentait rejeté, incapable de s'intégrer dans une vie dite normale. Cette incapacité à suivre les règles sociales l'a mené très tôt sur la voie de la criminalité. Ces délits étaient un moyen de défier un système qui, selon lui,
l'avait abandonné. Vers ses 16 ans, entre 1966 et 1974, Jack plonge tête la première dans la délinquance. Il ne s'arrête pas au petit larcin habituel. Non, Jack est condamné plusieurs fois pour des faits graves. Vol, braquage, cambriolage, enlèvement et même viol. À ce moment-là, il est déjà sur une pente très glissante. Et chaque séjour en prison ne fait qu'aggraver son comportement. Les premiers délits de Jack Unterweger étaient surtout motivés par des besoins primaires. La survie et une rébellion contre une société qui voyait comme hostile et injuste. Mais ce n'est pas tout. En 1974, alors qu'il est détenu pour une affaire d'enlèvement, Jack fait une tentative de suicide. Il essaye de mettre fin à ses jours en prenant des drogues, une façon peut-être d'échapper à la vie chaotique qu'il mène. Les gardiens le sauvent de justesse et il est transféré en psychiatrie. Là, on pourrait peut-être penser que c'est le moment où il va recevoir l'aide dont il a besoin, mais en réalité, il n'y reste que 9 jours. Juste 9 jours avant d'être libéré, comme si rien ne s'était passé. C'est fou de se dire qu'il a frôlé la mort à ce moment-là et qu'il aurait pu disparaître de la scène avant même de commettre ses pires crimes. Mais non, Jack ressort de tout ça sans aucune réelle prise en charge, sans traitement pour les démons qui le rongent, et quelques mois plus tard, il passe à l'acte avec son prochain crime. Tout ce passif, toutes ces condamnations, cette tentative de suicide ratée, c'est comme un signal d'alarme que personne n'a entendu. Et derrière, la machine est en marche, la descente aux enfers commence vraiment. En prison, Jack Unterweger a rapidement compris que l'écriture pouvait devenir un outil redoutablement efficace pour projeter une image de réhabilitation. En jouant sur les émotions et les attentes de ceux qui croyaient en la capacité des individus à changer, il a réussi à construire une façade parfaite, celle d'un homme cultivé, repentant et réformé. Son écriture qu'il présentait comme une forme d'expression artistique et de repentance lui a permis non seulement de partager ses pensées, mais surtout de manipuler la perception qu'on avait de lui. Il se présentait comme une victime de son passé difficile, plutôt que comme un prédateur dangereux. Les motivations de Jack étaient multiples, mais au fond, elles tournaient autour de 3 choses. Le besoin de contrôle, le besoin de pouvoir et le besoin de reconnaissance. Chaque meurtre était une manière pour lui d'exercer une domination absolue sur ses victimes, de satisfaire ses pulsions violentes, tout en défiant ouvertement l'autorité. Le plus troublant, c'est qu'il a continué à tuer, même après avoir convaincu un large public, y compris des intellectuels et des médias, qu'il était réhabilité. Cela montre qu'il ne cherchait pas la rédemption, mais plutôt à prouver qu'il pouvait tromper le système tout en poursuivant ses crimes en toute impunité. L'attention médiatique et la reconnaissance qu'il recevait en tant qu'écrivain semblaient également alimenter son ego. Pour Unterweger, la perception publique de lui en tant qu'homme réhabilité était un triomphe personnel sur ceux qu'il avait autrefois jugés, lui offrant une validation perverse de sa capacité à manipuler le monde à sa guise. Le cas de Jack Unterweger soulève des questions très importantes sur la réhabilitation des criminels et le risque de récidive. Son histoire est un exemple frappant de ce qui peut se produire quand on évalue mal le changement d'un criminel. Elle montre à quel point il est difficile pour les systèmes judiciaires et pénitentiaires de réinsérer certaines personnes dans la société. L'idée derrière la réhabilitation, c'est que les gens peuvent apprendre de leurs erreurs, changer et revenir dans la société sans être une menace. Jack, avec son charisme et ses talents littéraires, a littéralement berné tout le monde. Il a publié des livres, donné des interviews et même convaincu des personnalités influentes qu'il avait changé. On parle ici d'un gars qui a réussi à retourner l'opinion publique en sa faveur. Si le système n'était pas assez rigoureux, des individus comme Unterweger peuvent abuser de ce processus. Ensuite, il y a le problème de la récidive. Après sa libération, Jack a très vite recommencé à tuer. Ce qui pose la question, est-ce que certains criminels, notamment ceux avec des troubles antisociaux, peuvent-ils vraiment se réhabiliter? Un autre élément clé dans cette histoire, c'est le rôle des médias et de l'opinion publique. Jack Unterweger a bénéficié d'un soutien sans faille. Tout ce petit monde a fait pression pour sa libération anticipée. C'est là qu'on voit à quel point la société peut parfois peser dans les décisions judiciaires, ce qui soulève un problème. Est-ce que ces décisions sont toujours prises sur des bases objectives ou sont-elles parfois influencées par des campagnes médiatiques? L'affaire Unterweger montre bien que la pression extérieure peut parfois pousser à des erreurs de jugement. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre
de tout ça. De nombreuses personnes pensent que les évaluations de réhabilitation doivent être vraiment plus complètes, qu'il ne suffit pas de s'appuyer sur l'apparence ou sur ce que dit un détenu. Il faut creuser plus profondément, faire des évaluations psychologiques sérieuses, surveiller son comportement sur le long terme et être certain que cette personne a réellement pris conscience de ses actes. Puis mettre en place une surveillance post-libération stricte. Dans le cas de Jack, une surveillance plus attentive aurait peut-être permis de voir venir ses nouvelles intentions criminelles avant qu'il ne recommence à tuer. Et enfin, renforcer les capacités des experts du système judiciaire et ceux de la santé mentale de déceler les signes de manipulation. L'histoire de Jack Unterweger est une leçon amère pour tous ceux qui croient en la réhabilitation sans condition. Ce cas a provoqué d'importants débats sur les processus de réhabilitation, non seulement en Autriche, mais aussi à l'international. Il a même conduit à des réformes dans les critères de libération conditionnelle et dans les manières dont on évalue la dangerosité d'un criminel avant de lui permettre de retrouver la liberté. Pour conclure cette vidéo sur Jack Unterweger, il est essentiel de rappeler l'ampleur de son cas et l'impact qu'il a eu non seulement sur la société autrichienne, mais aussi au niveau mondial. Son histoire fascinante et troublante continue d'inspirer de nombreuses œuvres culturelles, de documentaires captivants à des livres fouillés, jusqu'à des films qui interrogent la frontière entre la rédemption et la manipulation. Ses créations offrent un prisme unique sur la dualité d'Unterweger, un homme qui, d'un côté, séduisait par son art, et de l'autre, dissimulait une noirceur incommensurable. Cependant, au-delà du récit macabre de ses crimes, une question demeure. Comment un homme reconnu coupable de meurtre a-t-il pu manipuler tout un système judiciaire et médiatique pour obtenir une seconde chance seulement pour trahir cette confiance de manière encore plus horrible? Ce cas interroge la nature même de la réhabilitation, du charisme et de la justice. Pouvons-nous vraiment juger la rédemption d'un individu ou sommes-nous parfois trop prompts à accorder notre confiance à ceux qui savent exploiter notre désir de voir le bien chez autrui? Alors que les œuvres inspirées de Jack Unterweger continuent de creuser cette question, il est important de se demander que révèle vraiment son histoire sur nous-mêmes et sur notre société. Si vous avez des pensées à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci à Allscairn d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez aller faire un tour sur leur site, le lien est en description, code Neoxy pour avoir 10% sur l'entièreté du site. Mesdames et messieurs, c'était Neoxy, on se retrouve pour une prochaine enquête.